Bonjour, j'ai voulu faire une dernière vidéo avant la fin de cette année. Je vous avais un petit peu laissé tomber pendant tout l'été à cause de cette fameuse canicule qu'il y a ici, qui a duré jusqu'au mois de novembre. Même encore aujourd'hui, il fait 20 degrés, presque arrivé à Noël. Par contre, entre-temps, j'avais fait une vidéo enregistrée par une chaîne grecque en français, sous-titrée en grec et en anglais, et je suppose que vous ne l'avez pas vue, donc je vous mets le lien en dessous de celle-ci. Alors le titre de cette vidéo est « Philosophe n'est pas un métier ». Évidemment, en France, on nous fait croire que philosophe est un métier. Je ne sais pas depuis quand. Je me rappelle qu'en terminale, j'avais étudié la philosophie. Je ne sais pas si ça fait longtemps qu'on fait cela en France. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous n'avons jamais étudié la philosophie, puisque la philosophie n'est pas une matière, mais une qualité. Donc, ici en Grèce, on le sait très bien, puisque quand je dis, vous savez, les Français croient que philosophe c'est un métier, ils sont étonnés, certains rient. Moi, je ne ris pas du tout, parce que tous ces imposteurs qui se font des millions, et pour ceux qui sont connus, je ne donne pas de nom parce que je les méprise, mais vous voyez bien de qui je veux parler. Tous ces gens qui se prennent pour des philosophes et qui parlent à la télé, qui règlent tous les problèmes, vous savez. Non, là il ne faut pas exagérer, remettons les pendules à l'heure. Donc, ce cours de philosophie en terminale est une imposture, une escroquerie, et je vais vous expliquer ce que c'est que, non pas la philosophie, mais le fait d'être philosophe. Du reste, à quoi ça sert la philosophie que soi-disant nous étudions, puisque ça sert juste à devenir professeur de philosophie. À quoi ça sert d'être professeur de philosophie? Est-ce que tout à coup nous sommes tous devenus sages parce que nous avons appris la philosophie? Mais ce n'est pas de la philosophie. C'est l'histoire de la philosophie, si on veut, mais même pas. C'est l'histoire de la pensée. Ça oui, on peut étudier l'histoire de la pensée. En général, à l'école. Comme on étudie les auteurs, la littérature, on peut étudier l'histoire de la pensée, mais qu'on arrête avec ce métier de philosophe, etc. Ça, c'est fini, ça. C'est à nous ici de corriger cela, ici, nous qui sommes en Grèce. Alors, donc, je vais commencer par le début, c'est-à-dire, ici, en Grèce, nous avons le début de la littérature européenne qui se trouve chez Homère, notamment dans l'Iliade et l'Odyssée. Au siècle suivant, c'est-à-dire l'Iliade et l'Odyssée, c'est le 8e siècle avant notre ère. Je ne répéterai pas avant notre ère à chaque fois, ça va de soi. C'est le 8e siècle. Au 7e siècle, nous avons les 7 sages de l'Antiquité, dont les plus connus sont Solon ou Thalès, par exemple. Ils sont au nombre de 7. Nous y reviendrons dans une autre vidéo. Ils se trouvent également dans mon livre « La Grèce, berceau de l'humanité », tout y est expliqué. Ils sont l'auteur, ces 7 sages, des 147 commandements delphiques qui étaient gravés au fronton du temple d'Apollon à Delphes à cette époque-là, au 7e siècle, et que les Juifs et les chrétiens ont volé, parce que ce n'est pas simplement copié, ils les ont volés, ils ont dit que c'était à eux, que c'était leur commandement, c'était eux qui avaient inventé tout cela. Or, ils n'avaient qu'à
prendre ce qui était écrit au ponton, et pas seulement à Delphes, un peu partout en Moyen-Orient. On retrouve des traces, des pierres gravées avec des morceaux de marbre gravés, des colonnes avec ces commandements. Le plus connu de ces commandements est peut-être « tu ne tueras point ». Ce ne sont pas les juifs ou les chrétiens qui ont inventé ça, ce sont les grecs. Donc, qu'est-ce que c'était que ces commandements? Ils s'adressaient aux hommes, à l'homme avec un grand H qui se dit anthropos. Anthropos, à cette époque-là, aujourd'hui, dans le langage courant, l'être humain, pour qu'il apprenne à se conduire comme tel. C'est-à-dire, c'était des commandements pour la postérité, pour nous, pour l'humanité, pour que nous apprenions à nous conduire en tant qu'être humain, être responsables les uns des autres de notre descendance, de notre postérité. Donc, l'un de ces 147 commandements était philosophos geinou en grec ancien, qui veut dire deviens philosophe, c'est-à-dire deviens ami de la sagesse. Les seuls ayant le titre, ayant le droit au titre de sage, sont les 7 sages de l'Antiquité. Ceux qui sont arrivés ensuite étaient leurs disciples des philosophes qui avaient suivi leurs conseils. Donc, il y avait des milliers et des milliers de philosophes en Grèce ancienne, des milliers. Chacun avait son école. Alors, je vous cite par exemple Aristote et le lycée, c'était son école. Mais il y avait aussi à Alexandrie, on avait ouvert un centre de recherche culturelle où il y avait cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie, détruite et ensuite dont les Romains chrétiens ont pris tous les ouvrages, les milliers d'ouvrages, et les ont entreposés. Aujourd'hui se trouve au Vatican. Alors, évidemment, on n'a pas retrouvé la totalité de toute cette littérature, parce que c'est de la littérature, hein. On n'appelle pas ça philosophie, ça ne veut rien dire. Littérature grecque ancienne. Helliniki archea grammatia, ça se dit. On ne l'a pas toute retrouvée, on en a retrouvé peut-être même qu'une petite partie, hein, parce que c'était foisonnant. Ça s'est étalé sur des siècles. Alors, à l'époque, pour que les gens, les êtres humains, se conduisent en êtres humains, il y avait certains, on dirait aujourd'hui, certains leaders, certains meneurs de la pensée, dont les plus connus sont les Aristote, Platon, Euripide, Sophocle, je ne sais qui, de Parménide, Pythagore, Diogène, Socrate. Alors, Pythagore, Diogène et Socrate n'ont jamais rien écrit. Ceux qui écrivaient étaient leurs élèves, leurs disciples. Donc, ils étaient extrêmement nombreux. Pourquoi? Pourquoi en Grèce et pas ailleurs? Simplement parce que le véhicule de notre pensée est notre langue. Les animaux ne pensent pas, hein? Donc ils ne peuvent pas être philosophes, sages. Ils marchent à l'instinct. Mais comme nous pensons, eh bien, la langue qui est le véhicule de notre pensée, la langue la plus logique en Europe,
des langues européennes et la langue primordiale qui est la langue grecque. Ça, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, que la langue primordiale en Europe est la langue grecque, la première, celle des premiers hommes ayant vécu en Europe et sur Terre. Elle a mis des millions d'années, évidemment, à arriver à ce qu'elle était il y a 3000 ans, mais c'était la première langue. Donc, cette langue est logique. Alors, évidemment qu'il y avait des milliers de philosophes. Le métier, j'ai dit, d'un ami de la sagesse, qui pensait, qui réfléchissait et qui enseignait ce qu'ils avaient trouvé. C'était ça. Donc, il y en avait des milliers parce qu'ils parlaient tous la même langue. Et il l'a fabriquée aussi. Une langue se fabrique à plusieurs. C'est pas quelqu'un tout seul qui fabrique une langue. Ils étaient de nombreux locuteurs. Et comme on sait qu'une langue vient de l'environnement, du climat, de toutes ces conditions-là réunies, ici, en Grèce, même à l'époque glaciaire, aux époques glaciaires, il y a eu les époques interglaciaires, etc. Même si le climat était rigoureux, la position par rapport au soleil, la position de ce territoire de Grèce, étendu à l'époque, plus étendu que maintenant, sur une partie de l'Asie aussi, était favorable au bon fonctionnement d'un esprit et d'une langue, puisque cette langue pouvait décrire toutes les situations données, grâce à ce climat favorable, à ce créateur de vie qui est le soleil et auquel on avait donné le nom d'Apollon. Apollon il est toujours le dieu de la vie, de la lumière et du soleil. Donc grâce à cela, on a fabriqué une langue extraordinaire qui est un enchantement, qui est la langue hellénique. Donc automatiquement, toute cette émulation a créé de nombreux philosophes qui se sont étalés sur des siècles et des siècles, jusqu'à ce que les Romains christianisent, exterminent d'abord, bien sûr, exterminent un maximum de la population grecque, qu'ils détruisent un maximum de leurs temples, qu'ils interdisent sous peine de mort de prononcer le mot de Hélène, Héline, et qu'ils obligent tout le monde, tous les gens d'ici, à embrasser la religion chrétienne. Alors au début, ça a été probablement un peu difficile, et ils avaient toujours au fond d'eux, à l'intérieur ici, ils avaient cette belle langue qui était la langue des philosophes. Et puis petit à petit, au lieu qu'ils aient les bras levés vers Apollon, comme quand ils ont imploré Apollon, eh bien ils ont dû baisser la tête devant ce Dieu tout-puissant qui considérait qui était le créateur, évidemment, parce que jusque-là, on ne sait pas comment étaient apparus les hommes, mais il y a 2000 ans, il y a un Dieu qui est apparu et qui nous a créés. Avant, on n'existait pas. Tout ça est vraiment très très compliqué. Je ne sais pas comment il existe encore des gens à croire à ces bêtises, mais toujours est-il qu'ici, il y a 17 siècles, le premier était Théodose Ier, empereur romain, qui a instauré ici le christianisme d'une façon violente, avec des massacres de masse des Hellènes, etc. Aujourd'hui, tout cela est très loin. Ce dont je vous parle est très loin. Ils connaissent
les Grecs ici connaissent uniquement les 147 commandements, et pas tous, hein. Ils connaissent le nom de leurs soi-disant ancêtres, mais ils sont tellement christianisés, les orthodoxes, qu'ils passent leur vie à implorer ce Dieu chrétien. Ils se signent, tous les 300-400 mètres, vous avez une église, ils se signent devant. Et ils sont créationnistes. Donc, la pensée philosophique n'existe plus chez les Grecs. C'est fini. Il n'y a que les anciens. Les anciens, il y en a un paquet. Hein. L'éditeur qui a édité mon premier livre en 2013, les éditions Cactos, a édité la très longue série Les Hélènes, Iélines. Il y a déjà 800 tomes, hein, et ça continue. Donc 800 tomes des philosophes anciens. Philosophie et science, tout ça va ensemble. Hein. On ne séparait pas à l'époque la science, les mathématiques, etc., puisque c'était la même chose. C'était la recherche de la sagesse et de la connaissance qui pouvait élever l'être humain au lieu de le laisser dans sa petite vie, son petit quotidien terre à terre. On voulait l'élever, lui donner du panache. Mais la sagesse n'était pas donnée à tout le monde. Pour cela, il fallait quand même bien connaître cette langue, bien l'étudier, bien écouter aussi les précepteurs, les maîtres. Alors tout ça, c'était un bouillonnement ici de culture, mais ce n'était pas une matière qu'on étudie à l'école. Enfin, figurez-vous que ici, on ne parlait que le grec. La France n'existait pas, la langue française non plus. Hein? Ni par exemple, l'Allemagne, l'Angleterre, tout ça, ça n'existait pas. Donc, est-ce qu'ils auraient fait quelque chose, une matière, la philosophie, pour que plus tard, dans des siècles et des siècles, il y ait des nouveaux pays qui parlent des nouvelles langues et qui disent, ah ben voilà, donc, réfléchissons, remettons les choses à plat. Donc, philosophe n'a jamais été un métier. C'est une escroquerie. Par contre, ils se font de l'argent sur votre dos. Alors, même tous ces types qui paraissent être assez lanceurs d'alerte, comme on dit aujourd'hui, et qui disent « je suis philosophe », non, 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 ils ne sont pas philosophes. N'achetez pas leurs livres, ne les écoutez pas. Ce que vous devez faire, si vous avez envie d'apprendre, de lire toute la littérature grecque ancienne dont je viens de vous parler, se trouve traduite en français dans toutes les librairies de France. Vous avez le banquet de Platon qui en fait a été traduit de façon tout à fait erronée, puisque en grec, cela se dit symposium. C'est un symposium. Alors pourquoi on a transformé le véritable mot grec symposium, qui existe en français, qui se dit symposium, par un mot tout à fait nouveau qui se dit banquet. Pourquoi, je ne sais pas. Alors c'est le symposium de Platon. Ça, c'est un exemple. Et qu'est-ce que ça veut dire, symposium? Ça veut dire boire ensemble. Sym, avec un Y, ensemble. Potion, c'est une forme du verbe boire. Hein? Boire ensemble, tout simplement. Du vin, bien entendu, à l'époque. Pas du Coca-Cola. Donc, vous avez le symposium, vous le trouverez sous le nom de banquet, bien sûr. La République de Platon non plus, ça n'existe pas. On ne peut pas traduire un mot grec par un mot latin, de res publica. C'est complètement dément, des choses pareilles.
ce n'est pas la République. Il n'y a jamais eu de République en Grèce. C'est la politia. Politia, c'est le titre de l'œuvre de Platon. Vous le trouverez sous la forme de République, je ne peux rien y faire. Mais vous saurez que ça se dit politia. Politia, c'est le mot d'où vient le mot politique. Ce sera un autre sujet, parce que la politique, ce n'est pas non plus ce qu'on vous raconte, ce n'est pas du tout ça. Donc, en ce qui concerne les philosophes, moi je vous donne le conseil vraiment d'aller dans n'importe, maintenant que Noël arrive, si vous avez envie un petit peu de laisser tomber cette télévision, les grèves, les manifestations, les problèmes, les retraites, toutes ces choses. De toute façon, ces gens-là, ils ont le pouvoir. Pour le moment, nous ne pouvons rien contre eux. Par contre, si chacun essaye un petit peu de s'instruire par lui-même, d'apprendre par lui-même, ce qu'il faut faire pour se conduire véritablement en homme, en être humain, en anthropos. Comment être responsable d'une famille? On ne peut pas faire une famille n'importe comment, ce n'est pas une famille. Je fais un enfant, je te quitte, ça ce n'est pas non plus une famille. Tout se trouve dans les livres de littérature grecque. Je vais vous en donner, si vous voulez, sous la vidéo, je vais vous mettre quelques noms, quelques liens, et vous pourrez les acheter. Il y en a un que je conseille fortement, c'est Xénophon. Xénophon est le père de l'économie domestique. Lui, c'est un peu un de mes mentors. Pas un peu, beaucoup même. C'est l'un de mes mentors, j'en ai plusieurs. Xénophon. Alors, tous ces gens-là étaient ici, sur notre territoire où nous vivons actuellement, je vis, les véritables philosophes. Et le mot de philosophie ne peut se dire qu'en grec. Philos, c'est ami, mais plus que ça. Quelque chose qu'on ne comprend que quand on parle grec. On ne peut pas traduire. C'est pas possible. Ils n'ont pas créé cette langue, inventé cette langue, élaboré cette langue ensemble pour que ce soit traduit plus tard. Soit on comprend, on est ici, on parle grec, soit on essaye de trouver soi-même, quand on est un étranger, une autre langue. Alors ça, bien sûr, un autre mot, pardon. Alors ça, bien sûr, on ne peut pas le deviner. Nous, on apprend à l'école, on prend tout ce qu'on nous dit à l'école pour argent comptant. Moi aussi, avant de parler le grec, je croyais comme tout le monde. Mais un jour, il faut quand même qu'on se réveille. Parce qu'on nous roule dans la farine à tout point de vue. Si, imaginez qu'un jour, nous puissions tous réfléchir comme les philosophes ici, réfléchir et savoir, comprendre, grâce à eux, grâce à leurs livres, à mes modestes vidéos aussi, que nous puissions se dire, mais moi, jusqu'à présent, ce que je faisais, ce n'était pas juste, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, je dois faire ça. Vous n'aurez plus besoin ni des partis politiques, ni de ces gens qui se prennent pour des politiques, ni de quoi que ce soit. Vous verrez que vous saurez mener votre vie ensemble, mais pas seul. On doit être plusieurs. Parce qu'ils ont toujours été en équipe ici. C'était un travail d'équipe, la langue. Les groupements d'habitation, que l'on appelle synésisme, c'était un travail d'équipe. On était ensemble. Personne n'existe individuellement. Parce que personne n'est hermaphrodite. Je l'ai déjà dit ça. Donc, essayez donc de trouver des amis. Ce n'est pas facile à l'époque actuelle. On a réussi à nous individualiser, à nous séparer. Où certains croient tout savoir. Alors, ils ne nous écoutent pas, ils savent tout. Mais tout de même, les jeunes, moi j'ai confiance en les jeunes. Ma génération à moi, des vieux cons, ça c'est...
Moi, je suis une baby boomer, comme on dit. Je connais personne de mon âge qui pense comme moi. Ça n'existe pas. Ce sont eux qui nous ont amenés là où nous en sommes. Les jeunes, par contre, j'ai confiance. J'ai espoir. Alors, donc, essayez de savoir trouver ces livres qui ne coûtent pas cher du reste. Hein. Tous ces livres extraordinaires, ils valent 3 francs 6 sous. Achetez, je vais vous mettre des liens sous ma vidéo et ce sera la dernière vidéo que je ferai pour cette année. À partir de l'année prochaine, je continuerai avec la langue, hein, comme j'avais fait certaines vidéos pour expliquer la langue grecque, donner de véritables étymologies. Et là, je vais vous souhaiter non pas de bonnes fêtes de Noël, je vais vous expliquer encore quelque chose pour Noël. La langue française est la seule en Europe à ne pas faire référence au Christ, à la naissance du Christ, en parlant de Noël. Ici, en grec, ça se dit Christouiena, en grec religieux, parce que avant, il y a 17 siècles, avant que les Romains n'imposent ici le christianisme, les Hellènes, ils étaient comme les Celtes ou comme les Européens autochtones, polythéistes, avec des traditions toutes fondées sur la nature, bien sûr. Alors, les Gaulois qui n'ont pas laissé d'écrit, mais qui parlaient un dialecte du grec ancien. Quand ils parlaient, c'était un dialecte du grec ancien. Et du reste, on ne connaît les Gaulois que par l'écriture des Grecs. Si les Romains ont parlé des Gaulois, c'est parce que le latin vient du grec. Donc tout est parti d'ici. Alors, en gaulois, Noël signifiait venez de. C'est pour ça qu'il y a un tréma sur le E, parce que ça vient de Néo-El, en gaulois. Néo-Ilio, qui veut dire nouveau soleil, en grec, ancien et moderne. Néo-Ilio. C'est le solstice d'hiver, le nouveau soleil, tout simplement. Et à l'époque, les Gaulois fêtaient le solstice d'hiver. Dans le voisinage, on ne peut pas parler de quartier, mais enfin, entre eux, comme ça, dans les groupements d'habitation, ils allumaient des feux, ils décoraient, ils faisaient des cadeaux aux enfants, ils dansaient, ils chantaient, parce que c'était le nouveau soleil. C'était le solstice, ils fêtaient le solstice d'hiver. Les Grecs, pareil. Du reste, tous mes amis ici, je n'ai aucun ami chrétien, hein, parmi tous mes amis qui sont des auteurs, des penseurs, des scientifiques, des professeurs, aucun d'entre eux n'est chrétien. Ils sont tous hellènes et ils essaient justement de remettre au goût du jour l'hellénisme, hein, réhellénisé. Ils sont nombreux hein, maintenant en Grèce. Je crois que ça atteint le million, c'est pas mal quand même, hein, par rapport à ce lavage de cerveau qui a duré 17 siècles, c'est pas mal. Il y en a suffisamment qui sont encore lobotomisés comme ça. Donc eux, ils fêtent le solstice d'hiver en s'habillant avec les toges, là, tout ça, et ils vont dans la nature. D'autres qui ne peuvent pas aller dans la nature, malheureusement, ils le font dans des appartements ici, mais avec un hôtel, et tout est prêt. Et ils disent les prières en grec ancien. J'ai déjà participé, je vous assure que c'est transcendant. Alors, je vous souhaite à tous un bon solstice d'hiver. Ce sera le dernier de cette décennie et je vous retrouve l'année prochaine. Je vous embrasse tous amicalement.